TVT au cœur de l'information. Et voici les titres de cette édition. 140 000 nouvelles doses de vaccin AstraZeneca réceptionnées ce dimanche au Togo. L'immunisation collective de la population contre la maladie à coronavirus est bien en marche. La préparation de l'administration de la deuxième dose se trouve ainsi bien renforcée. Bientôt, du gari industriellement produit dans la préfecture de Vaud, compromis par le chef de l'État suite à une visite en 2019. Le MIFA y installe 5 unités modernes de production de farine de manioc. Cela devra contribuer à récupérer notamment les centaines de tonnes d'excédents de manioc enregistrés annuellement. Et puis, Dr Aïgan Oscar d'Almeida, médecin, pharmacien et chercheur, et désormais écrivain, se raconte dans Prouesse d'Afrique. Son enfance et les déterminants de son orientation. L'ouvrage a été présenté à la presse ce samedi à Lomé. On en parlera en fin de journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Alors que le Togo prépare la dispensation de la deuxième dose d'AstraZeneca aux premiers vaccinés, la Coordination nationale de gestion de la riposte au Covid-19 a réceptionné ce dimanche 140 000 nouvelles doses du vaccin sur l'initiative COVAX. La stratégie vaccinale promet donc d'atteindre ses objectifs. Réception de ce nouveau lot d'AstraZeneca avec Yataratem. À bord de ce cargo, un nouveau lot de vaccins contre le coronavirus. 140 000 doses de vaccins AstraZeneca sont réceptionnées ici à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema par les autorités sanitaires du Togo. C'est la continuité de l'initiative COVAX. Le lot qui arrive aujourd'hui comporte 140 000 doses et dans les tout prochains jours, nous allons commencer l'administration de la deuxième dose et ceci de façon totalement conforme au délai requis entre la première et la deuxième dose. C'est pour vous dire la joie du ministère de la Santé de voir les choses se passer de façon totalement normale et c'est le lieu de remercier tous les partenaires, que ce soit Gavi, que ce soit l'UNICEF, que ce soit bien sûr l'Organisation mondiale de la santé et les pays occidentaux qui sont quand même à l'origine de cette initiative COVAX. Le Togo avait déjà réceptionné d'autres doses de ce même vaccin pour démarrer sa campagne de vaccination. La stratégie mise en place par les autorités togolaises est appréciée par l'Organisation mondiale de la santé. Le Togo est l'un des pays qui est en train de recevoir une troisième fois des doses parce que déjà la première fois et la deuxième fois, toutes les doses ont été correctement utilisées et pratiquement épuisée. Et aucune dose n'a été perdue. Nous sommes fiers d'être dans un pays qui a respecté scientifiquement tout ce qui était à faire pour pouvoir aller de l'avant dans la vaccination de façon sécurisée et utiliser des vaccins qui sont déjà homologués et acceptés par l'Organisation mondiale de la santé. Ce nouveau lot arrive alors que le Togo a réorganisé sa stratégie de vaccination avec l'ouverture des vaccinodromes pour atteindre plus de citoyens. Le pays vise ainsi l'immunité collective pour se mettre à l'abri des formes graves du coronavirus. C'était donc la réception avec le ministre de la Santé de la troisième, alors d'une nouvelle dose de vaccin AstraZeneca au profit de la population togolaise. Et on va profiter pour faire le point de l'évolution quotidienne de la maladie à coronavirus sous nos cieux. À ce jour de dimanche 9 mai 2021, la situation de la pandémie au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 154, 13 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 11 991, 34 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs actuellement au Togo est de 1339. Le nombre de décès est de 124. Le point fait par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa.
On parlait donc tantôt de vaccination pour l'immunisation collective, tout comme l'électricité pour tous au Togo d'ici à 2030. Plusieurs localités hier non ou mal desservies en électricité sont aujourd'hui connectées au réseau ou encore éclairées par les nouvelles sources d'énergie, le solaire notamment. C'est le résultat dynamique de plusieurs actions mises en branle ces dernières années et on fait le point avec Dodo Harry. Progressivement, le Togo tend vers sa vision, celle d'une couverture universelle de sa population en énergie à l'horizon 2030. L'autre action mise en avant pour augmenter le taux d'efficacité énergétique, le partenariat du Togo avec la société Bibox. 12 000 Togolais vivant en zone rurale bénéficient de l'électricité grâce à ce partenariat. Dans sa vision d'améliorer le rendement du réseau électrique et d'augmenter le taux d'accès à l'électricité, le gouvernement a lancé en 2018 la construction d'une centrale thermique à Lomé. Elle vient d'être mise en service et va alimenter plus de 250 000 foyers togolais. La centrale thermique Kekeli va relever le défi de production d'une énergie destinée à satisfaire 20% de la demande domestique en électricité. Le Togo s'est entouré de plusieurs projets pour répondre efficacement aux besoins des populations en matière d'énergie. Des fonds débloqués jusqu'alors sont importants et les impacts sur les bénéficiaires sont impressionnants. Les 22 milliards de francs CFA débloqués pour l'installation des lignes de basse et moyenne tension, la construction des téléconduites, le raccordement des nouveaux abonnés vont relever un certain nombre de défis. Le PRISET est également l'un des projets lancés récemment pour la réhabilitation des installations existantes de la CET et l'extension du réseau électrique. La tranche sociale d'électricité rendue gratuite à un certain moment de la crise prouve à suffisance la volonté de l'État de garantir de l'électricité à moindre coût à tous. Le pays continue de consolider ses politiques. La stratégie nationale d'électrification du pays s'est renforcée récemment avec le voyage du chef de l'État qui a conclu à Paris 4 accords, dont 2 dédiés à l'accès aux énergies propres. Avec cet accord, 50 000 lampadaires solaires seront installés dans le pays pour un investissement de plus de 26 milliards de francs CFA. Le Togo a su également conquérir l'Agence française de développement qui a investi 75 millions d'euros, soit environ 49 milliards de francs CFA, dans le programme d'extension du réseau électrique à 50 localités du Togo. D'autres partenaires comme la BOAD se sont joints à la politique énergétique du Togo en mars 2020. La Banque ouest-africaine de développement a octroyé un financement de 15 milliards de francs CFA pour l'électrification des localités d'extrême nord du Togo, inclus le Bénin. La GIZ a également financé les travaux de construction d'une mini-station solaire photovoltaïque de l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables, bras opérationnel de la politique d'accès universel à l'énergie au Togo. Avec toutes ces actions enclenchées, les difficultés d'accès à l'énergie feront partie du passé dans quelques années. Et on va parler environnement à présent. Impliquer les autorités locales dans la gestion durable des forêts. C'est une stratégie qu'expérimente le ministre Folibasi de l'Environnement et des Ressources forestières. Le ministre, ainsi en accord avec la vision gouvernementale d'améliorer le taux de couverture forestière, va à la rencontre des acteurs de terrain. L'étape des plateaux Est à Atapamé avec Sylvain Raboujou. Ce bruit ne fait que résonner dans certaines localités lorsqu'il s'agit de l'exploitation abusive et illicite des essences. Ces essences sont exploitées aux fins de pratiquer soit une activité champêtre, mais aussi pour servir du bois d'œuvre et du bois énergie. Et le phénomène devient de plus en plus récurrent avec la dégradation progressive des forêts dont le taux annuel est estimé à 0,91%. La situation est donc très inquiétante, ce qui a suscité ce déplacement du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières dans des localités comme ici dans le Roi, à la rencontre des exploitants de bois et bien d'autres acteurs de la filière. Il s'agit de conjuguer leurs efforts pour une lutte commune destinée à une meilleure couverture forestière. Nous sommes venus nous entendre avec les exploitants, y compris les chefs
et les responsables des villages et des quartiers pour que les coupes frauduleuses de bois cessent, qu'ils s'organisent pour qu'à l'avenir, on n'assiste pas à des abattages systématiques des arbres dans cette préfecture. Nous avons constaté qu'ils ont vraiment pris note de cette situation et ils se sont engagés à prendre les dispositions pour que tout ceci puisse changer. Wawa est la préfecture qui a la plus grande couverture forestière au Togo. Les exploitants ont donc compris le message et s'engagent à accompagner le gouvernement dans cette politique, celle de la préservation et la gestion durable des forêts, mais aussi dans la mise en terre des plans qui cette année va prendre une autre tournure. Nous allons être très regardants dans nos procédures de coupe. Nous allons être très regardants dans le contrôle des autorités de la gestion et des autorisations d'importation. Nous allons être très regardants dans les activités de reboisement. Monsieur le ministre vient de nous dire que cette année, le reboisement va prendre une autre ampleur. Le ministre a également insisté sur le 1er juin et a invité les populations à un changement de comportement en matière de mise en terre des plants. Un arbre, pour connaître une croissance selon lui, a besoin non seulement d'être planté, mais aussi d'être entretenu de façon régulière jusqu'à maturité, ce qui n'est pas le cas. Il faut donc que chacun se conforme à ces dispositions pour que l'objectif assigné soit atteint en 2025. La zone de libre-échange du continent africain, la ZLECAf, vous le savez, elle est entrée en vigueur en janvier dernier. L'initiative commerciale présente de nombreux avantages aux pays du continent. Au rang de ces avantages, on note notamment la libre circulation des personnes et des biens, la suppression de droits tarifaires entre pays et autres encore. Dans ce reportage, Elie Agbagne-Dao nous précise donc les intérêts de la ZLECAf dans les transactions. Le début du mois de janvier 2021 a sonné l'opérationnalisation de la ZLECAf. Les échanges commerciaux interafricains, longtemps souhaités par les chefs d'État du continent, ont effectivement démarré. Ce nouveau marché unique cible 1,3 milliard de consommateurs en Afrique avec pour objectif de sortir environ 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté. Parmi les engagements pris par le contexte de ce marché unique, la suppression des droits de douane pour offrir des opportunités aux opérateurs économiques. La zone de libre-échange continentale africaine permet à l'économie togolaise de s'insérer dans l'économie mondiale. Donc, avec cette zone de libre-échange continentale africaine, nos producteurs, nos industriels auront l'opportunité de se positionner sur les chaînes de valeur régionales pour pouvoir tirer meilleur profit. Les produits peuvent circuler entre ces pays sans avoir à supporter les droits de douane. Donc si nous revenons dans le contexte africain, ça veut dire qu'au niveau du continent africain, entre les pays africains, il n'y aura plus de barrières tarifaires. Donc un produit peut quitter le Togo, aller facilement au Ghana, au Burkina, en Afrique du Sud, au Rwanda, etc., sans avoir à payer les droits de douane. L'inexistence de ces barrières tarifaires entre les États membres de la ZLECAf va permettre de booster l'économie des 55 États membres de l'Union africaine. Au-delà, l'initiative devra favoriser la libre circulation des biens, des services et des personnes sur le continent. Avec la ZLECAf, qu'on soit une grande économie ou bien une économie petite, on a à gagner. Et pour pouvoir gagner, il faut essayer de guetter et se positionner sur une chaîne de valeur. Si vous ne vous positionnez pas sur une chaîne de valeur, vous ne pouvez pas tirer meilleur profit. Et même la ZLECAf nous offre des opportunités. Nous allons produire pour 1,2 milliard de consommateurs. Pour être compétitif, quand vous voyez l'architecture des exportations, il y a un certain nombre de produits comme le maïs, le soja avec ses dérivés, le manioc avec ses dérivés et autres. Donc, ce sont ces produits-là sur lesquels on peut miser. Le café, le cacao, les produits maraîchers, ce sont ces produits-là sur lesquels on peut miser pour pouvoir faire la promotion des exportations et tirer meilleure partie de cette zone de libre-échange continentale africaine.
Sur les 55 États de l'Union africaine, 54 en sont signataires. À ce jour, seulement 36 parmi eux l'ont ratifié. Et la ZLECAf pourra faciliter aussi l'exportation et la promotion du gari togolais sur le marché africain. Des unités de transformation du manioc seront bientôt implantées dans la préfecture de Vaud. C'est pour la production industrielle du gari, la farine du manioc. Et c'est une initiative du MIFA dont nous parle ici Antoinette Roumao-Vovor. Des unités modernes de production de farine de manioc, communément appelées gari, bientôt opérationnelles dans la préfecture de Vaud. L'initiative est soutenue par le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA. 900 000 tonnes de manioc sont produites chaque année par le pays avec un excédent estimé à près de 400 000 tonnes, bien qu'il soit l'un des produits les plus transformés du territoire. L'initiative va favoriser l'accroissement de la transformation de ce produit. C'est dans cette optique que ces unités de transformation seront implantées sur 5 sites retenus dans la préfecture concernée. Elles vont contribuer également à l'amélioration des conditions de travail des producteurs tout en respectant les normes requises dans la transformation et la commercialisation du manioc. L'objectif est désormais de viser l'international. Une ambition qui répond à l'axe 2 du Plan national de développement PND qui veut faire du Togo un pôle de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. L'installation de ces unités de transformation du manioc va contribuer à augmenter la capacité de transformation des produits agricoles et renforcer la sécurité alimentaire. Il faut préciser qu'au Togo, la production annuelle de manioc avoisine les 900 000 tonnes. Et le tubercule demeure l'un des plus transformés dans le pays à ce jour. Et chaque année, l'on enregistre un excédent d'environ 400 000 tonnes qui pourront être ainsi valorisées par ces industries, ces unités de transformation dans le Vaud. On va découvrir à présent des jeunes entrepreneurs qui, sans doute, transforment également le manioc. Elles sont étudiantes, jumelles, engagées dans l'entrepreneuriat depuis 3 ans. Sylvie et Silver qui font leur chemin dans la restauration et aujourd'hui propriétaires de la structure Twins Food. Auto-formées via des tutoriels sur Internet, elles ne se plaignent pas aujourd'hui. Elles rêvent d'ailleurs grand. Découvrons ces jumelles entrepreneurs dans ce reportage de Ulrich Amega présenté par Ekwe Sala. Ces 2 jeunes sœurs étudiantes habitent dans ce quartier de la capitale à Adidogomé. Sylvie et Silver ne ressemblent pas à des restauratrices et pourtant elles le sont depuis 3 ans déjà. À 23 ans, elles sont entrepreneurs et à la tête de leur propre structure dénommée Twins Food. Un soir, un ami était venu chez nous et nous étions en train de discuter de comment entreprendre. Et c'est de là, il nous parlait d'une dame qui a pu réussir sa vie, qui a pu construire son avenir en vendant du puota. Il faut dire que c'est de là que s'est effectué le réveil en nous de transformer cette passion-là en une activité. Tout se prépare ici. Gants aux mains, tablier au cou, ingrédients bien concoctés et c'est parti pour la préparation des mets. Très souvent, nous avons des retours vraiment positifs. Tout ne leur a pas été rose au départ, mais pour atteindre leur objectif, les 2 sœurs se sont auto-formées via des vidéos sur Internet. Aujourd'hui, elles ont l'expertise dans leur domaine au point de séduire leur clientèle. Je trouve ça très bien parce qu'il y a de nos jours des jeunes qui n'ont pas encore cette pensée, cette idée. Ils sont là que c'est seulement les études qui peuvent les récompenser. C'est une très bonne initiative de leur part et je trouve qu'en tant que jeune femme étudiante, il ne faut pas forcément attendre de l'État, attendre d'être dans un bureau. Il faut quand même essayer d'entreprendre quelque chose. Des difficultés, il y en a certes, mais les 2 entrepreneurs arrivent à tirer profit de leur business et visent d'ailleurs plus loin dans l'avenir. Notre objectif, c'est de se faire connaître, multiplier notre chiffre d'affaires et pourquoi pas employer
nos jeunes frères. Je souhaiterais dire à nos jeunes frères de ne pas baisser les bras. Qu'entreprendre, c'est une très bonne chose. C'est donc de gros défis que Sylvie et Silver s'engagent à relever. Faire de Twins Food une entreprise de référence dans le domaine de la restauration au Togo et au-delà des frontières. Des images assez appétissantes de Ekwesala. On va mettre le cap sur Aouda, dans la préfecture de Sotobois. Un centre de formation du CIBI-NTA y a vu le jour la semaine dernière. Objectif donc contribuer à la formation des jeunes et afin de promouvoir l'auto-emploi en dehors des filières habituelles que propose le Carrefour informatique bureautique Institut des nouvelles technologies appliquées, le CIBI-NTA, en dehors donc des filières habituelles proposées par le CIBI-NTA. On retrouve dans ce nouveau centre de Aouda des filières de métiers du bâtiment telles que l'électricité, la chaudronnerie, la menuiserie également. Inauguration de ce centre dans ce reportage de Désiré Aloy présenté par Dodo Waré. Les jeunes d'Aouda qui rêvent de faire carrière dans la maintenance informatique et dans les métiers tels que le bâtiment, la chaudronnerie, l'électricité et la soudure ont de quoi réaliser leurs rêves. L'opportunité s'offre à eux avec ce nouveau centre de formation construit par CIBI-NTA. L'infrastructure éducative ici inaugurée devrait encourager et renforcer l'auto-emploi des jeunes. Je suis très comblé parce que à Aouda, nous avons commencé une expérience qui consiste à former les jeunes dans le métier. Et vous saviez que nos formations traditionnelles ne tenaient pas compte des formations pratiques. Nous avions seulement deux filières pratiques, à savoir la maintenance informatique et la mécanographie. Aujourd'hui, nous avons la chaudronnerie, la menuiserie PVC et alu, et le bâtiment et l'électricité au niveau d'Aouda pour la jeunesse. Parce que nous avons constaté qu'il y a une grande partie de la jeunesse qui est là, désœuvrée, qui a besoin d'un appui de formation pratique. Et à partir de là, vous verrez que les jeunes sont très ingénieux, capables de se prendre en charge. CIBI-NTA étend ainsi ses prestations pour former des main-d'œuvre qualifiées qui répondent aux exigences et besoins actuels du marché de l'emploi. La vision de ce centre est de former des citoyens capables d'accompagner le développement de leur communauté, sinon du Togo. Nous sommes en train d'accompagner les jeunes à aller vers la vision du chef de l'État, qui est de faire en sorte que le plan national de développement qu'il a mis en place soit mis en exergue par la jeunesse. Et c'est pour créer beaucoup d'emplois. Ce centre n'est qu'une infrastructure parmi tant d'autres implantée sur toute l'étendue du territoire national. Les bénéficiaires s'en réjouissent. L'installation de ce centre est un atout, un grand atout d'ailleurs pour non seulement le canton d'Aouda, mais aussi pour toute la préfecture de Sotobois. Nous sommes très émus parce que à la fin, nous aurons des jeunes qui vont bénéficier d'une formation sur l'informatique, sur la menuiserie alu et la menuiserie PVC. Il y a Internet à haut débit. Les jeunes vont profiter pour faire des recherches. Le centre désormais opérationnel reste aux jeunes d'en faire bon usage et d'en tirer meilleur profit. La même infrastructure sera inaugurée très prochainement à Tapamé. On va faire un tour dans l'actualité internationale également pour parler de l'insécurité qui règne dans la bande sahélo-saharienne et qui s'accentue ces derniers jours depuis le décès du président tchadien. Niger, Mali, Tchad subissent de façon assez récurrente des attaques d'islamistes djihadistes et des enlèvements. L'insécurité donc dans cette bande décryptée dans ce dossier de Robert Potogbe, Issaka Haruna et Yata Aratem. La bande sahélo-saharienne traverse une situation d'insécurité sans précédent avec la disparition du président tchadien Idriss Déby Itno. Les pays du G5 Sahel font face à une rébellion. Les menaces djihadistes s'accentuent et les attaques terroristes se multiplient.
Au Tchad, dans la province du Kanem, les combats opposent les forces armées tchadiennes et le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad FACT en incursion depuis le 11 avril, jour de l'élection présidentielle. Selon les sources militaires, les rebelles ont été déroutés et la situation est sous contrôle, selon le ministre de la Défense tchadienne, Daoud Yahya Brahim. Au même moment, le gouvernement de transition a été mis en place par le Conseil militaire de transition. Un gouvernement de 40 ministres dirigé par Abdelpahimi Padaki est contesté par une partie de l'opposition et de la société civile. Au Niger, une nouvelle attaque a fait 15 morts, 4 blessés dans la région de Tillabéri à l'ouest du pays. C'est la deuxième attaque d'envergure qu'essuient les forces armées nigériennes en 4 jours. Au Mali, l'armée et les forces françaises Barkhane ont annoncé avoir mené une opération conjointe dans le cercle de Niono. Une vingtaine de djihadistes avaient été neutralisés. Mardi 4 mai 2021, au même moment, le journaliste français Olivier Dubois est otage des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Combien de temps va encore durer la lutte contre le terrorisme dans le Sahel? Les attaques terroristes sous toutes ses formes, les embuscades, les assassinats ciblés et des enlèvements se font fréquents et affectent toute la sous-région. Un gros défi pour les pays directement concernés. Les forces conjointes du G5 Sahel sont visiblement dépassées. Les gouvernements doivent, au-delà des déclarations de bonne intention, aller au concret en s'attaquant à la situation socio-économique qui constitue le vivier presque inépuisable pour les mouvements terroristes. La mort d'Idriss Déby Itno porte un coup dur au G5 Sahel. Avec l'envahissement de la rébellion tchadienne, les nouvelles autorités pourraient réduire les effectifs militaires pour mieux faire face à la sécurité intérieure du pays. Et un autre sujet d'insécurité, toujours au Tchad, insécurité sanitaire. Le pays jusque-là n'a reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19. Conséquence, même le personnel soignant n'est pas encore vacciné. Regardez. Au Tchad, dans ce petit hôpital situé à la lisière du désert, le débat est inexistant concernant les meilleurs vaccins contre la Covid-19. Ici, il n'y a ni vaccin pour les patients et encore moins pour le personnel soignant. Moi qui suis devant vous en tant que médecin, j'ai été victime, j'étais positif au Covid-19. Il a fallu un temps, presque 14 jours pour être guéri. Donc il y a eu beaucoup de corps soignants qui étaient contaminés. Donc je crois que s'il y a une possibilité de disposer, de nous disponibiliser le vaccin, ça va nous alléger vraiment dans notre travail. Même son de cloche dans l'hôpital provincial de Farsha dans la capitale Djamena. Si les médecins sont équipés de nombreux masques fabriqués en Chine et de désinfectants pour les mains, pas la moindre dose de vaccin n'est disponible. Quand j'entends par exemple dans certains pays où ils disent que là, ils ont fini avec les personnels, ils ont fini avec les personnes âgées, maintenant on passe à l'autre catégorie, alors que dans d'autres pays, même les gens qui travaillent ne sont pas vaccinés, honnêtement ça m'attriste. Une situation désespérante alors que la réouverture des frontières augmente les risques de propagation. Le Tchad n'a confirmé que 170 décès dus à la Covid-19, mais le nombre de cas positifs ne cesse de grimper. Un problème, un sujet de société à présent. Plusieurs familles monoparentales, nous en voyons de plus en plus et ce serait dû au divorce. À qui la faute? À la société, au couple? La question reste posée. Le sujet a fait objet de débats entre deux camps. À l'Agora Senghor, à Lomé, c'était la 3e édition du grand débat de l'année et la thématique cette année n'a pas été choisie au hasard. Reportage Ekwesala. 3 langues sont autorisées pour le débat, anglais, français et éveillé, sur une seule thématique, le divorce. Le problème tire-t-il ses origines de la société ou plutôt des couples eux-mêmes? 2 camps se sont affrontés sur le sujet. Pour l'un, c'est la société qui influence négativement les couples qui finissent par se divorcer. Un avis non partagé par le second groupe. Il y a des couples qui souffrent énormément, pas parce qu'ils en veulent, mais parce qu'on leur impose une mode de vie, on leur impose des choses qu'ils ne peuvent pas supporter. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils se séparent.
Donc nous appelons aujourd'hui la société à prendre sa part de responsabilité. On ne peut pas accuser la société. C'est vous deux que vous êtes choisis, que vous voudrez bien être ensemble. Quand vient l'heure de la tempête, on doit pouvoir supporter cela aussi. C'est le manque de discussion qui est la source même du divorce aujourd'hui. Au terme du débat, aucune des deux équipes n'aura tort. La rupture des couples provient aussi bien de la société que des conjoints. Pour un couple solide et durable, il faut la conjugaison d'un certain nombre de facteurs. Nous disons que ce qui est important, il faut que le couple, chacun dans le couple sache pourquoi je me suis engagée avec tel autre. Ça suppose qu'il y ait véritablement la communication et le dialogue au sein du groupe. Ça suppose qu'on fasse attention l'un à l'autre, qu'il y ait le respect l'un de l'autre et ainsi de suite. Donc le couple a le devoir, si on veut que ça dure, voilà, de se protéger. C'est la 3e édition du grand débat de l'année, une initiative de l'association Jeunesse compétente pour le développement des talents et de l'éducation des jeunes. Le thème du divorce retenu pour cette édition se justifie à plus d'un titre. Nous avons constaté que le divorce maintenant devient très récurrent. Le débat que nous venons de suivre nous a encore permis de toucher ces différents mots afin que la société tire parti. Quel parti nous avons dit? Nous avons maintenant l'opportunité d'éveiller les consciences pour une société meilleure. Le grand débat de l'année traite à chaque édition d'une thématique liée à la société dans le but de conscientiser les populations. L'ouvrage Prouesse d'Afrique a été présenté à la presse samedi après-midi, je vous le disais en titre. Dr Aïgan Oscar d'Almeida en est l'auteur. Médecin, pharmacien et chercheur, il retrace dans ses lignes sa tendre enfance et les événements qui ont suscité en lui l'envie d'être chercheur. Dans l'ouvrage également, l'accent est mis sur ces Africains anonymes qui s'évertuent à trouver des remèdes locaux fiables pour sauver la vie des populations. Marie-Ange Bida nous en parle. Prouesse d'Afrique de l'auteur Dr Aïgan Oscar d'Almeida. Le titre de l'ouvrage en dit long sur son contenu. Un contenu riche et varié qui met en lumière l'enfance de l'auteur, sa formation et les événements qui ont déterminé son envie d'être chercheur. Tout au long de ce document de 66 pages, la part belle est faite à ces hommes africains anonymes qui, par des remèdes locaux, ont pu guérir les populations et sauver d'innombrables vies. C'est un appel à l'éveil de toute l'Afrique et de tous les Africains afin de faire en sorte que les maux de l'Afrique puissent trouver des éléments de solution. C'est la prise en compte du fait que la formation, c'est pour servir d'abord avant de se servir. Il ne vient qu'aux Africains de se prendre en charge, de se prendre autrement en charge. Dans cet ouvrage, l'auteur ouvre une fenêtre sur la pandémie du moment, le Covid-19 et le défi qu'il a été pour toutes les nations. Médecins, pharmaciens, juristes et chercheurs, Dr Aïgan Oscar d'Almeida dirige le Centre régional de diagnostic médical de Lomé. En 50 ans de recherche, il a produit une vingtaine de molécules commercialisées au Togo et ailleurs. Par cet ouvrage, l'auteur veut rassurer les populations que la recherche en Afrique fait ses preuves sur bien de plans et qu'il est permis d'espérer. L'ouvrage Prouesse d'Afrique a été édité par les éditions universitaires européennes. Et on va finir avec ce communiqué de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 8e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 11 mai 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le communiqué est signé le 7 mai 2021 par la présidente Yawa Djibori Tchegan. Merci donc d'avoir suivi le journal sur la télévision togolaise. Restez chez nous pour la suite de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.